Bonsoir à tous, bienvenue dans cette conférence ID4D, Idées pour le développement, organisée donc par l'Agence française de développement. L'objectif, il y a quelques habitués que je reconnais, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, l'objectif c'est de permettre à des acteurs du développement de tous horizons d'échanger librement sur des sujets qui font débat. Alors, cette conférence va durer 2 heures. La moitié du temps sera réservée à un échange entre les intervenants et puis l'autre partie avec la salle. Donc je vous invite dès le début de la conférence à préparer vos questions et vos réactions pour que vous puissiez échanger avec les conférenciers à l'issue du débat. Alors toutes les conférences ID4D font l'objet d'une synthèse qui est publiée quelques semaines après sur un blog www.ideasfordevelopment.org. Non, c'est pas écrit là, mais enfin vous le trouvez facilement sur internet, en bas à droite, voilà, en petit. Et cette conférence sera également en ligne puisqu'elle est filmée d'ici une quinzaine de jours. Enfin, ces conférences sont tweetées en direct par Morgane ici présente et le slash c'est ID4DLT et ces informations sont là aussi sur le fond d'écran derrière moi. Alors entre la journée mondiale de l'eau qui aura lieu dimanche prochain, la conférence sur l'agriculture climato-intelligente qui se tient à Montpellier depuis hier et jusqu'à demain, et le forum mondial de l'eau qui aura lieu en Corée du 12 au 17 avril, vous le comprenez bien, cette conférence est vraiment au cœur de l'actualité. Nous avons besoin, c'était écrit dans l'invitation, je vous apprends rien, de 3 litres d'eau par jour pour nous hydrater, mais il en faut 1000 fois plus pour produire notre nourriture et satisfaire l'ensemble de nos besoins. Donc dans un contexte de croissance démographique et forte, et notamment en Afrique, on va en parler, et de changement climatique, la tension sur la ressource en eau est déjà palpable dans de nombreuses régions du monde. Alors comment, c'est le thème de notre conférence, mieux gérer ces ressources en eau pour assurer la sécurité alimentaire? Comment produire plus et mieux et de façon durable? Nous en parlons avec nos 5 intervenants que je vous présente tout de suite. Donc Guillaume Benoît, qui est, voilà, je vous demande de lever la main comme ça. De toute façon, il y a les petits papiers, donc vous voyez de qui je parle, qui est donc membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Hassan Benabderazi, qui est économiste et consultant marocain. Fali Riboli, qui est venu, je tiens à le préciser, exprès pour cette conférence du Mali. Il est agriculteur depuis 29 ans, secrétaire général du syndicat des exploitants agricoles de l'Office du Niger et président de la plateforme nationale des riziculteurs du Mali. Je change de feuille. Oups. À leur côté, Frédéric Apollin, qui est directeur général d'Agronomes et Vétérinaires sans frontières, et Stéphanie Leronas, chargée du programme eau et environnement à les divisions recherche de l'AFD. Alors avant de vous donner la parole, madame, messieurs, je vous propose de nous mettre quelques images en tête avec ce petit film que nous avons tourné avec mon équipe de RFI il y a 10 jours au Burkina Faso, lorsque j'ai fait un reportage sur l'agriculture familiale en zone aride et les capacités justement d'adaptation des paysans au changement climatique. Le Sahel est un milieu aride où chaque goutte d'eau compte. La désertification avance et les changements climatiques modifient le cycle des pluies. Au Burkina Faso, depuis 25 ans, la ferme de Guié, située à 50 km au nord de Ouagadougou, expérimente des techniques agricoles qui refertilisent les terres. La pression humaine sur l'environnement au Sahel ne fait que s'accentuer. Donc il y a urgence d'anticiper les problèmes de demain, qui ne seront pas des petits problèmes si on n'a pas pu, dès aujourd'hui, penser vraiment à investir dans un autre type d'agriculture, d'aménagement paysager. On a réussi à aménager en bocage environ un peu plus de 500 hectares. Ça touche environ 180 familles. Donc c'est peu en fait par rapport à l'ampleur des besoins d'aménagement de notre région, de notre zone. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'à travers toute cette expérience, nous avons pu acquérir des compétences, trouver des bons processus de travail, d'aménagement, de fonctionnement avec la population. Ici, on est dans le périmètre bocager de Tankouri. Il a été aménagé en 1998 et il a une surface de 100 hectares.
Sur ce périmètre, il y a 23 familles qui exploitent. Et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant qui est lié à nos techniques agricoles. Là. Voilà. Par exemple, là, on voit que il a plu. La dernière pluie, c'était depuis octobre. Et on voit des repousses au niveau du sorgho. Et donc cela se fait grâce à la technique du zaï, c'est-à-dire garder l'eau de pluie au sol. Le zaï qui consiste à creuser un trou de 10 à 15 cm de profondeur. Et dans ce trou-là, on dépose du compost, bien avant la saison des pluies. Et dès la première bonne pluie, on sème les graines. Et déjà, on mobilise et l'eau et les nutriments pour les cultures. Derrière moi, on a un champ qui sera semé cette année 2015 là, en sésame, en haricots, en arachide. Cela est rendu possible grâce à la ligne d'arbres à la haie qui est plantée juste tout autour du champ là, qui permettent en fait de soit fertiliser le sol en apportant de la matière organique au sol par les feuilles qui tombent là et aussi les branches mortes qui tombent sur le sol et qui enrichissent le sol en matière organique là. Notre souci maintenant, c'est d'arriver à développer avec ampleur ce système pour qu'on ait vraiment une réponse importante aux questions de dégradation des sols et de désertification. La ferme de Guiers est une véritable boîte à outils pour les paysans du Sahel. Toutes les techniques qui ont été inventées ici en 25 ans d'expérience sont des outils pour s'adapter à la désertification, aux sécheresses de plus en plus longues et à l'irrégularité des pluies. C'est donc un moyen, ici, en disséminant toutes ces techniques, de lutter contre les changements climatiques et de donner aux paysans les clés de l'adaptation. Voilà, c'est Wendemi qui a accepté de faire le musicien. Donc voilà, c'est évidemment, il y a plusieurs choses qui ont été dites dans ce petit film, on va revenir dessus. Mais tout d'abord, je pense, Guillaume Benoît, que c'est important d'expliquer le contexte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, au-delà de ce contexte très local burkinabé, la situation un peu globale ? Oui, bonjour. Le sujet eau, sécurité alimentaire est un sujet qui monte. Déjà, lorsque la France avait organisé le G20 agricole, des pays qui sont en situation de rareté avaient alerté en disant on va devant des problèmes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est de plus en plus vrai. On peut prendre l'exemple de la Syrie où les questions de climat, les changements climatiques dans le lien avec l'eau et la sécurité alimentaire, on voit bien déjà en Syrie, il y a eu beaucoup de personnes qui ont dû se déplacer du nord vers les villes, du monde rural. Et certains analystes aujourd'hui font le lien avec les problèmes d'instabilité sociale et politique. Et quand on regarde en prospective, nous avons lu le rapport du GIEC, la demande de notre ministre, M. Le Foll, qui a demandé de faire un rapport sur l'agriculture et le changement climatique. On s'aperçoit qu'il y a quand même des grands risques devant nous, qui sont tous liés à l'eau. Et il y en a au moins deux qui sont très liés à l'eau et sécurité alimentaire. C'est le problème de sécheresse et les ruptures des systèmes alimentaires. Et donc la mise en péril des moyens d'existence de nombreuses populations, et également les problèmes d'accès insuffisant à l'eau d'irrigation et la baisse de productivité agricole, qui est déjà constatée, mais qui pourrait s'aggraver considérablement si on ne réussit pas l'adaptation. Voilà, donc d'abord pour la question du climat, il y a des zones entières du monde qui sont très menacées, et si on ne gère pas mieux l'eau, on aura des très gros problèmes, pas seulement agricoles et alimentaires, mais des problèmes d'instabilité sociale et politique. Alors on peut peut-être nommer ces zones ? Globalement, le malheur, c'est que dans le monde, il y a des zones qui ont beaucoup d'eau et des zones qui ont peu d'eau. Et c'est les zones qui ont peu d'eau qui sont celles où la rareté est de plus en plus importante, parce que la croissance démographique à l'échelle mondiale, dans les zones qui ont peu d'eau, les zones sèches, c'est-à-dire les zones semi-arides et arides, on s'aperçoit que ce sont les zones, jusqu'à présent, qui, depuis une trentaine d'années, ne peuvent plus avoir une croissance démographique double des zones qui ont de l'eau. C'est paradoxal, et c'est un véritable problème. Et quand on regarde les impacts prévus du changement climatique, annoncés du changement climatique, ça touche notamment des zones arides et sèches. Le sud de la Méditerranée est très menacé, déjà atteint par le stress hydrique, mais très menacé.
mais également toute l'Afrique, d'une façon générale, est également très menacée. Il y a aussi des zones d'Asie. Il y a des zones qui ont beaucoup moins menacé, c'est l'Europe, une grande partie de l'Amérique latine et tout le Nord, le Canada évidemment. Mais globalement, la question du climat, dans sa conjonction avec les questions d'eau et de sécurité alimentaire, devient un problème absolument critique pour l'avenir de la stabilité sociale et politique de nombreuses régions et globalement du monde. Parce que si ça va mal là, on est tous interdépendants, ça ira mal ici aussi ailleurs. Voilà. Ça, c'est un premier sujet. Puis il y a d'autres sujets, si c'est celui de la production, on est quand même plus de 7 milliards, on sera plus de 9 milliards en 2050, il faut produire plus. Or, il n'y a pas d'agriculture sans eau, ça chacun peut le savoir. Et il faut donc être capable de produire beaucoup plus avec des ressources qui, dans certains endroits, sont rares, dans d'autres, sont beaucoup plus abondantes. L'enjeu de la démographie, c'est produire plus, mais en quantité de nourriture. Bon, la FAO nous dit 60%. L'eau, la gestion de l'eau, pour ça, est importante. Je rappelle quand même que l'irrigation permet de produire en moyenne 3 fois plus que le pluvial. Mais le pluvial peut beaucoup progresser aussi. Et l'enjeu d'avenir va être beaucoup le pluvial. Mais quand même, c'est en gérant mieux l'eau qu'on satisfera le besoin de produire plus. Produire plus de nourriture, mais aussi produire plus d'emplois. Il y a énormément d'enjeux d'emploi en Afrique subsaharienne. Je crois que c'est 300 millions d'emplois d'arrivants sur le marché du travail, dont 2 tiers en zone rurale. On sait que les villes ne pourront pas satisfaire la demande d'emploi, donc il faut trouver des systèmes pour non seulement produire plus de nourriture, mais produire plus d'emplois à la campagne. Ça, c'est un vrai défi, sans précédent presque. Et puis il y a des enjeux liés, tout ça est lié, hein, c'est des enjeux de durabilité. C'est-à-dire que on a quand même aujourd'hui beaucoup de systèmes productifs dans le monde qui ne sont pas durables. Et un des plus gros problèmes, à mon avis, moi j'avais fait, pour le Forum de l'eau, j'avais coordonné un rapport sur l'eau et la sécurité alimentaire. Un des plus gros problèmes, c'est l'érosion. Et d'où l'importance de ce type de technique qu'on a vu dans le film. Les problèmes d'érosion, de salinisation, d'aridification, de désertification, de déforestation, tout ça, c'est des problèmes qui accentuent la vulnérabilité. Et il y a aussi des problèmes de surexploitation de nappes dans certaines régions. Il y a toute une palette de problèmes de non-durabilité. Et on doit donc beaucoup mieux gérer les ressources naturelles, et l'eau d'abord, mais les sols avec, pour passer à des systèmes durables. Si on maintient ces systèmes non durables, on va, avec le changement climatique et les problèmes de démographie, on va vers des problèmes amplifiés. Voilà, donc c'est vraiment un enjeu global. Et puis un dernier problème, enjeu derrière l'eau et la sécurité alimentaire, c'est l'enjeu de l'équité. À savoir que l'eau, comment elle est partagée, et les problèmes de non-durabilité de climat font qu'il y a des risques d'inégalité accrus. Alors que c'est quand même une ressource qui est d'abord gérée par des communautés rurales, l'eau, j'aimerais le rappeler. Et les communautés rurales peuvent avoir le mérite de garantir un partage assez équitable. Mais il y a des changements, il y a des réformes de politique, il y a des accaparements. On parle d'accaparement de terre, mais l'accaparement, c'est aussi l'eau. Et il y a des risques de creusement d'inégalités. Voilà. Donc, vous voyez, c'est toutes les questions de développement durable, en fait, qui sont derrière l'eau, sachant que les situations diffèrent complètement d'une région à une autre. Il y a des régions qui ont très peu d'eau, mais qui peuvent progresser. Il y a beaucoup d'exemples qui le montrent. Et puis il y a des régions qui ont plein d'eau. Il y a des régions qui ont de l'eau. L'Afrique subsaharienne a de l'eau, par exemple, mais elle est en pauvreté économique, pas physique, économique, parce qu'il n'y a pas eu les investissements, il n'y a pas eu les politiques, il n'y a pas eu les institutions. Si on regarde la Méditerranée, on dit toujours la Méditerranée, rareté de l'eau, c'est faux. Si on regarde, en réalité, il y a la Méditerranée du Sud, où actuellement la demande en eau représente 116% de la ressource. Donc vous voyez, on est en tension très forte sur la ressource. Et moi j'ai fait le calcul pour le Maghreb, quand on regarde l'ensemble de l'eau utilisée au Maghreb, les 4 pays du Maghreb méditerranéen, 30% de l'eau est de sources non durables. Vous voyez, ça c'est un énorme problème. Ce sont des nappes phréatiques. C'est des nappes phréatiques surexploitées, renouvelables, ou c'est des nappes fossiles. C'est 2 ressources qui ne peuvent pas durer voilà. Et j'ai fait le calcul, en Syrie, ce serait 40%. Donc vous voyez, on a des non-durabilités. Par contre, la Méditerranée du Nord, du Portugal à la Turquie,
l'ensemble de la demande en eau n'est que 13% de la ressource potentielle, conventionnelle potentielle. En France, on utilise très peu d'eau, l'essentiel de l'eau va à la mer, donc on n'est pas du tout la même situation. Donc il faut surtout sortir, à mon avis, une des idées clés, c'est qu'il faut sortir des visions simplificatrices, à chaque situation, sa solution, et simplement, chaque territoire doit penser sa solution. L'eau n'est pas un bien public mondial. Contrairement à ce que certains disent, c'est un bien commun local et les situations diffèrent. Donc c'est à chaque territoire de penser, de trouver sa solution. Mais en même temps, il faut bien comprendre, ça c'est très important, qu'on est en interdépendance croissante. Pour vous donner un chiffre, pour comprendre ce que je dis, là, c'est important le sujet, c'est que l'ensemble de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, qui est une des régions qui a le moins d'eau dans le monde, importait 2 millions de tonnes de céréales, de blé il y a 50 ans. Aujourd'hui, on a 60 millions de tonnes. Quand on regarde les perspectives agricoles et alimentaires, ça devrait être le double en 2050. Avec le changement climatique, ça risque d'être encore plus. Voilà, donc ces gens-là, s'il n'y a pas une possibilité d'acquérir sur le marché mondial à un prix acceptable du blé en quantité très importante, il va y avoir des mortalités ou des migrations massives. Donc on est tous interdépendants et on doit raisonner les relations entre les pays qui ont de l'eau et les pays qui n'ont pas de l'eau en termes de nouvelles solidarités. On doit penser ça. Donc vous voyez que les questions d'eau, sécurité alimentaire, ça nous fait penser à vraiment tous les aspects du développement durable, depuis le territoire local jusqu'aux interrelations qu'on a pensé en termes de solutions et pas seulement de problèmes. On parle beaucoup trop des problèmes en termes d'interrelations, il faut les raisonner en termes de solutions. Alors là, vous nous avez dressé un panorama. On va essayer de donner un petit peu la parole à chacun pour présenter leur vision de ce contexte un petit peu plus rapidement. Et ensuite, évidemment, on passera aux solutions. Alors Stéphanie Léronas, dans ce contexte, on comprend bien qu'il puisse y avoir des tensions localement sur la gestion de la ressource, mais il y a des solutions pour les apaiser qui sont multiples. Oui, merci, bonsoir. Je vais essayer de compléter un petit peu ce qu'a dit Guillaume Benoît, qui nous a fait quand même un panorama très complet des enjeux. Moi, mon propos sera peut-être de prendre à ce stade de la discussion un peu de hauteur de vue et de replacer la question de l'eau agricole dans le contexte un petit peu plus large de l'ensemble des ressources en eau et des usages. Alors, la première chose que je souhaiterais dire, c'est que on ne remet absolument pas en question la nécessité de l'irrigation. Je sais que la communauté des experts de l'eau à laquelle j'appartiens ont tendance à critiquer l'irrigation parce qu'elle est responsable de 70% des prélèvements. Mais là, l'idée n'est absolument pas de remettre en question la nécessité de cette irrigation. On l'a dit, elle a une productivité beaucoup plus élevée que l'agriculture pluviale. Elle permet aussi d'avoir des systèmes plus résilients aux changements et aux modifications climatique. Donc l'agriculture restera un gros préleveur de la ressource. Ceci étant dit, et c'est mon deuxième point, on est dans des contextes d'urbanisation croissante et ces villes ont besoin d'énergie, elles ont besoin de services urbains, elles ont besoin d'industrie et tout ça, ce sont autant d'usages de l'eau. Et donc l'agriculture vient en compétition avec ces usages et également avec les usages pour l'environnement. Il ne faut pas oublier les besoins élémentaires des écosystèmes pour se régénérer, pour perdurer à la fois en quantité et en qualité d'eau. Donc dans ce contexte-là, il y a des zones où très clairement il y a un stress sur l'allocation entre les usages. On estime en général que lorsque 40% de la ressource renouvelable est mobilisée, il peut y avoir potentiellement des stress, des tensions sur l'allocation entre les usages, et c'est le cas sur la rive sud de la Méditerranée et au Moyen-Orient. On a énormément de pays qui sont dans des situations structurellement difficiles. On peut citer qui exploitent plus de 80% de leurs ressources renouvelables. La Jordanie, la Syrie a été citée, l'Égypte. On a aussi la Libye qui est dans un cas extrême où 70% de ces prélèvements se font dans des nappes fossiles, donc non renouvelables. Et donc dans ces contextes, il y a un enjeu d'allocation. Alors des solutions existent, mais ça nécessite que collectivement on ait une vision un peu élargie de ce qu'on appelle ressources et ce qu'on appelle usage. Les ressources, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les eaux des lacs, les eaux des rivières, ce qu'on appelle traditionnellement
l'eau bleue. Il faut pouvoir élargir. L'agriculture mobilise avant tout de l'eau de pluie, donc il faut prendre en compte aussi ces possibilités-là. Et du point de vue des usages, c'est vrai que c'est pas facile de comparer les différents usages. Quand on prend l'agriculture, elle fait évaporer l'eau. L'hydroélectricité la fait circuler, l'eau potable prélève cette eau et la rejette sous une forme dégradée. Les écosystèmes profitent de l'eau ambiante, donc on a des usages qu'on ne peut pas tout simplement additionner. Donc en conclusion, voilà un peu mes 3 messages que je souhaitais partager avec vous. Enfin, on fera la conclusion tout à l'heure. Non, mais la conclusion, c'est la Oui, première partie. bien sûr. Alors, Frédéric Apollin, pour vous, c'est le modèle agricole, parce que là, on parle beaucoup des ressources en eau, mais le modèle agricole joue un rôle décisif. Je crois que quelque part, à la fois votre film le montre, et Guillaume l'a déjà dit, j'imagine que mon voisin le dira un peu plus tard. Effectivement, il y a une question de durabilité de modèles agricoles qui utilisent durablement non seulement la ressource en eau, mais la ressource en terre et les autres ressources des écosystèmes. On sort de l'année internationale des agricultures familiales, donc je crois qu'on ne va pas refaire le panorama des agricultures performantes, etc. Mais je crois qu'il y a eu un accord pendant l'AIAF, c'est de dire les agricultures familiales, que nous qualifions encore plus de paysannes, c'est-à-dire celles où la main-d'œuvre est encore essentiellement familiale, sont notamment celles qui peuvent, sous certaines conditions, assurer la durabilité de l'utilisation des ressources des écosystèmes, d'une part. Par ailleurs, c'est celles qui peuvent répondre au mieux à tous les défis que Guillaume a cités. Ça veut dire que le défi, il est sécurité alimentaire, mais il est emploi, il est climat, il est énergie, il est renouvellement des ressources, biodiversité, etc. Et à côté d'agriculture familiale paysanne, il faut rajouter effectivement l'agroécologie. Alors, durable, Guillaume, tu as simplement dit agriculture durable. Moi, j'irai plus loin en disant vraiment agroécologie. On ne va pas non plus refaire tout le débat sur agriculture de conservation, agroécologie, etc. Mais c'est ce que vous avez montré dans le film. Donc on ne va pas détailler. Ce qui est dans le film, c'est l'agroécologie. Ce sont effectivement ces modèles durables qui assureront aussi un usage durable de la ressource en eau. Donc c'est à la fois un enjeu et une des solutions. Je crois aussi que dans les enjeux et à la fois les solutions, ça a été dit auparavant, et sans critiquer du tout l'irrigation, nous travaillons tous en irrigation et nous savons son potentiel, mais vous venez de le rappeler, les eaux vertes, enfin en tout cas l'eau de pluie, c'est quand même d'abord l'eau utilisée en agriculture. Donc effectivement, demain, la question qu'il va falloir se poser, c'est où va-t-on devoir investir au mieux, de manière à assurer une gestion durable, une mobilisation, une gestion durable de la ressource en eau, au bénéfice de la sécurité alimentaire et de tous les défis combinés. Et très certainement, il va falloir quand même réfléchir un peu plus et très probablement investir un peu plus qu'on ne le fait aujourd'hui sur l'agriculture pluviale. Ce que nous avons vu là, ce n'est pas de l'agriculture irriguée, c'est de l'agriculture pluviale et des solutions existent. L'interlocuteur sur le film disait c'est tout petit, on touche 180 familles, mais des expériences comme ça, il y en a peut-être pas des centaines, encore que si, il y en a sans doute des centaines, notamment sur les zones où il y a pression sur la ressource. Mettons ces expériences en réseau et travaillons effectivement cette agriculture pluviale. Dernier enjeu qui est important, ça a été cité, je crois que l'enjeu, et quelque part ça rejoint ce que vous dites, c'est l'enjeu du partage de la ressource. Il y a des zones sous tension, soit parce que la ressource est facilement accessible, n'est plus disponible, soit parce que économiquement on n'a pas les moyens d'aller capter cette ressource facile, et ensuite il y a différents usages. Donc quel nouveau mode de gouvernance va-t-on mettre en place pour permettre une gestion plus démocratique de la ressource en eau? Ça c'est un enjeu qui est très fort. Dans beaucoup de régions, il n'y a pas d'espace démocratique sur la gestion de la ressource en eau, soit c'est l'autorité de l'État qui décide. On a parlé tout à l'heure d'un bien commun local, moi j'adhère totalement à cette idée, c'est-à-dire que l'eau doit être aussi, pas seulement, il y a des grands bassins, il y a des problèmes transfrontaliers, etc., mais elle doit être aussi gérée au niveau local, et il faut créer de nouvelles instances de régulation de la gestion de l'eau, de contrôle de l'usage de l'eau par les différents acteurs, aussi pour vérifier quel usage ils en font, est-ce qu'ils polluent, est-ce qu'ils polluent pas, est-ce qu'ils en font un usage efficient économiquement ou pas, ou les organisations d'usagers, qu'elles soient urbaines, qu'elles soient rurales, et notamment dans ce cas-là les organisations paysannes, soient réellement représentées. Voilà quelques enjeux importants. Et on a parlé d'urbanisation, je crois aussi qu'un enjeu, c'est de repenser les relations ville-campagne, parce que non seulement les urbains ont besoin d'aliments, ont besoin d'eau pour se laver, boire, etc., mais les urbains aussi font beaucoup de dégâts sur la capacité que nous avons à produire. Et y compris, on a plein d'exemples où, y compris des périmètres irrigués, si on revient aux périmètres irrigués, sont grignotés par de l'extension urbaine qui est absolument pas contrôlée.
parce que les politiques d'urbanisation n'existent pas, parce qu'il n'y a pas du tout de concertation. Ça aussi, c'est un enjeu de revoir comment campagne et ville se complémentent, comment l'un et l'autre agissent ensemble. Donc ce n'est pas seulement les développeurs ruralistes qui doivent travailler d'un côté et les urbanistes de l'autre, mais comment, ensemble, on peut penser de nouveaux modes de relation ville-campagne, y compris sur la ressource en eau et la protection de la ressource en eau. Alors vous nous avez tous les trois parlé d'un contexte un petit peu global. On va maintenant essayer de comprendre des contextes locaux, puisqu'on parle de biens communs local. Valérie Boly, quelle est la situation au Mali? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle quantité de pluie tombe au Mali par an en moyenne? Et le Mali, merci. Le Mali, c'est un peu vaste, ça fait 1 200 000 km² et nous avons une partie où toute l'année, il pleut pratiquement pas. Une fois par an, des fois à certains endroits. Donc les réalités ne sont pas les mêmes du nord au centre, au sud, ça diffère. Donc quand on me demande de parler de l'eau et de l'agriculture, si j'essaie de faire le lien, je vais sur 3 aspects. D'abord les eaux souterraines, ça quand même, ça existe partout. Donc on utilise, mais de plus en plus maintenant, il y a des petites fermes qui émergent et puis il y a des forages pour faire l'irrigation ou bien arroser, et également pour l'alimentation. Dans les villages, de plus en plus, il y a des forages pour avoir l'eau potable pour la consommation. Mais quand on parle de l'eau des pluies, c'est beaucoup plus au sud. Et l'eau des pluies, de plus en plus également, on commence à avoir des barrages. C'est vrai qu'au Burkina, c'est beaucoup plus accentué. J'ai vu au Burkina, ils ont commencé ça beaucoup plus tôt. Mais maintenant au Mali, de plus en plus aussi, on fait des petits barrages de retenue d'eau pour pouvoir utiliser l'eau toute l'année. De passage, je dirais, si j'étais un Richard ou bien quelqu'un qui devrait investir dans quelque chose dans le monde, j'allais investir dans l'eau. Dans quelques années, l'eau serait quelque chose, un investissement, je pense, je suis sûr, très très porteur. On est dans une banque, donc vous pouvez le dire. Ok. Donc, si vous n'avez pas entendu, Frédéric Apollet dit on est dans une banque, vous pouvez le dire. Ok, ça c'est pour l'eau des pluies. Donc la pluviométrie, nous sommes dans un pays sahélien et puis les saisons de pluie sont de plus en plus capricieuses. Et puis la répartition de la pluie sur le temps, et ce n'est pas toujours ce que nous souhaitons. Et des fois, on a des problèmes. Mais c'est vrai que les producteurs aussi, peut-être qu'on n'est pas lettré, mais on a des capacités de nous adapter à certains changements. Vous avez parlé du Zaï tout de suite au Burkina, ça se fait au Mali, et il y a d'autres systèmes aussi que nous faisons, qu'on appelle Kadani Kebakila. C'est en Bambara, on le dit comme ça, c'est-à-dire s'aimer avant la pluie, avant les premières pluies. On prend une petite portion des champs, on sème tout juste la veille, on sent qu'il va y avoir des pluies, on sème directement, avant de labourer même. Et j'ai vu qu'il y avait un système qu'à la CMDT, on essaie d'introduire qui disait que s'aimer sous couvert. S'aimer sous couvert. Quelqu'un me dit, vous découvrez ça. J'ai dit non, ça fait des siècles, peut-être des millénaires qu'on fait ça déjà. Mais si vous voulez nous aider à améliorer ce qu'on est en train de faire, peut-être. Il ne faut pas nous apporter quelque chose que nous avons déjà et puis nous embrouiller et puis on ne reconnaît plus ce que nous faisons. Donc, il y a beaucoup de méthodes que les gens se trouvent pour essayer de s'adapter au changement parce que les pluies n'arrivent plus au même moment ou bien si ça arrive, toutes les pluies arrivent pendant un seul mois et puis on fait 2 mois de sécheresse. Donc il y a des façons de s'adapter. Mais beaucoup plus au sud du Mali, les pluies sont encore plus régulières. Mais quand on monte vers le centre, c'est très irrégulier et au nord, il n'y en a pratiquement pas. La troisième dimension, c'est l'eau des fleuves. L'eau des fleuves, c'est là où il y a l'irrigation beaucoup plus. Au Mali, l'Office du Niger, la zone d'où je viens, représente 20% des superficies agricoles et rizicoles. Mais ça produit 48%, ça fournit 48% de la production nationale. Ça veut dire que l'irrigation représente un très grand poids
dans la production. C'est quelque chose de très important. Mais le problème de l'eau dans ces zones, c'est que de plus en plus, il y a des investisseurs qui viennent s'installer. Donc, il y a une pression autour de l'eau. Et moi, j'estime que c'est pas parce que quelqu'un a 1000 hectares qu'il aura plus de droits que le producteur qui a 0,50 ou bien 1 hectare. Je pense qu'ils doivent avoir les mêmes droits pour utiliser cette ressource naturelle qui est un bien public. Mais ce fleuve-là aussi, ça vient d'ailleurs, ça vient de la Guinée, ça traverse le Mali. Et ça va au Niger, passe au Bénin et ça va se jeter dans la mer au Nigeria. Donc il y a une question aussi de gestion de cette ressource entre les pays, une gestion transfrontalière. Et il y a une association qu'on appelle l'ABN qui gère. Mais le problème généralement dans ces types d'associations, c'est qu'on ne prend pas toujours très en compte les avis des acteurs. Aujourd'hui, le président de l'association, c'est un producteur, mais je pense qu'il y a lieu de voir de plus en plus. On a parlé des mesures, des politiques au niveau de l'irrigation. Au Mali, il y a une stratégie nationale de l'irrigation. Mais des fois, j'ai vu qu'il y a des réflexions, très souvent comme ce que je dis. Peut-être on en reviendra quand on parlera des solutions. On va revenir un peu dans le détail par la suite. Merci. Alors, Hassan Benabderrazik, au Maroc, on l'a dit un peu dans les exposés d'introduction, la situation est tendue, hein, et les rapports du GIEC ne montrent pas que ça va s'arranger en termes de gestion de la ressource en eau. Alors, présentez-nous rapidement ce contexte marocain. Moi, j'ai envie de rebondir sur les interventions en disant que ce qui est présenté jusqu'à présent plutôt comme étant des menaces, c'est des réalités auxquelles on a à faire face immédiatement au Maroc. Hein. Je veux dire, le Maroc, on a très largement fini la mobilisation des ressources superficielles. Donc les possibilités d'accroître des ressources pour répondre à des demandes additionnelles n'existent pas. On est dans une situation où les débats théoriques sur le changement climatique nous font sourire, parce que la réalité, c'est que les ressources hydrologiques, c'est-à-dire les apports des fleuves et de la pluviométrie, ont baissé de 30% si vous comparez les 30 années, disons, de 1940 à 1970 et les 30 années qui suivent. On est dans une situation, on a mobilisé l'essentiel des ressources et on a une baisse de ressources disponibles. Alors ça crée des problèmes à plusieurs niveaux, quoi. Le premier problème, c'est par rapport à l'irrigation. L'irrigation est rendue encore plus indispensable puisque en baisse de pluviométrie, les espaces dans lesquels vous pouvez conduire de l'agriculture... Excusez-moi, je vais vous demander de bien parler dans votre micro. Pardon, je suis désolé. Je disais que la baisse de la pluviométrie fait que l'irrigation est encore plus indispensable puisque vous avez moins d'espace pluvial sur lequel vous pouvez produire, même si on applique les techniques de restauration de la fertilité, de gestion raisonnée de l'eau et des sols. Mais vous avez des problèmes sur les réseaux d'irrigation de gérer des rationnements et de gérer de la sécheresse. Donc les réseaux ont été dimensionnés pour un certain usage. Ils ne sont pas adaptés nécessairement à gérer les situations de stress et les situations de sécheresse. Et vous avez une situation par rapport aux nappes souterraines qui est... dramatique. Alors, je n'ai pas l'habitude d'utiliser des termes comme ça, mais je vais vous donner des chiffres pour comprendre de quoi il s'agit. On a bien évidemment en situation, on a une baisse généralisée des ressources. Les agriculteurs qui ont planté ou qui ont développé des exploitations se retournent naturellement vers l'utilisation des ressources hydriques. Et ces ressources ont été très largement surexploitées. C'est-à-dire que par rapport aux renouvelables, la quantité d'eau qui est apportée à une nappe phréatique
par la pluviométrie et par les infiltrations, on est dans des situations sur lesquelles on exploite 2 fois le renouvelable ou 2 fois et demi le renouvelable. Ça rend les choses très difficiles parce que derrière l'exploitation de 2 fois ou 3 fois le renouvelable, vous avez des investissements qui sont réalisés pour exploiter. Vous avez des investissements en matière de production agricole et derrière ces investissements, vous avez des emplois qui sont créés. Donc, et vous avez des familles entières qui dépendent crucialement de l'exploitation d'une ressource et alors qu'elle n'est pas durable. Alors qu'on voit bien que le maintien de cette situation de surexploitation sur les 30 prochaines années conduit à une catastrophe, c'est-à-dire une situation dans laquelle à la fois les investissements qui ont été réalisés, les emplois qui ont été créés, tout s'effondre parce que à partir d'un certain niveau de surexploitation, on crée des effets de seuil irréversibles avec une perte complète de l'ensemble de la production et des emplois générés. On a déjà eu au Maroc 2 situations sur lesquelles, dans laquelle des nappes phréatiques importantes, supports d'activités agricoles importantes, se sont littéralement effondrés dans la nappe du Sahel d'Oukala, de la région de Walidia. Il y a eu une intrusion saline massive qui fait que l'eau est devenue salée, tout à fait impropre à la production. Et donc, tous ceux qui faisaient de la production par de l'irrigation à partir de la nappe souterraine se sont retrouvés par terre, sans ressources. On a eu le même problème dans la région de Oulat Taïma, dans la vallée du Souss, où la surexploitation de la nappe associée à une séquence d'années de sécheresse s'est traduite par le dépérissement des vergers et alors, j'ose pas dire la faillite, c'est pas franchement la faillite, c'est vraiment un appauvrissement généralisé de toute la zone parce que les vergers productifs, les emplois associés à ces vergers, l'activité économique dérivée de l'agriculture, tout ça s'effondre brutalement. Donc on voit bien que c'est vraiment dans une situation tout à fait où les problèmes de partage, ou les problèmes d'accaparement, ou les problèmes d'accès, ou de régulation et de gouvernance sont complètement posés. Comment choisir entre l'eau potable, la préservation des capitaux installés dans les plantations et l'agriculture plus annuelle et plus paysanne dans l'allocation des ressources en eau. C'est des questions complètement posées. Alors, je pense qu'on va me rappeler à l'ordre. Oui, absolument, parce qu'il faudrait qu'on avance pour passer maintenant. C'était juste la présentation des problèmes. On verra comment est-ce qu'on les aborde. Voilà, absolument. Donc vous avez bien compris avec la présentation de ce contexte que on fait bien de se poser cette question-là parce que la situation est quand même extrêmement tendue. Si on rajoute à cela que sur les 880 millions de personnes qui ont faim dans le monde, enfin on peut discuter ces chiffres, mais en gros c'est ce chiffre-là qui est retenu. Les 3/4 sont des petits producteurs. Alors c'est un paradoxe, on le voit bien, qui risque de s'accentuer avec la croissance démographique, les changements climatiques. Tout ça crée une forte pression et donc l'enjeu c'est de mettre en place des bonnes solutions, on l'a dit, pour produire plus en tenant compte des contraintes locales. Alors Stéphanie Léronas, quels sont les grands axes pour augmenter justement cette production agricole? Quelles sont les solutions que vous souhaitez mettre en avant? Pour augmenter la disponibilité en eau pour l'agriculture, il y a 2 possibilités globalement. Soit on augmente l'offre, soit on travaille sur l'amélioration de la productivité du secteur agricole par rapport au facteur eau. Donc là, je vais me concentrer sur le premier axe, à savoir l'augmentation de l'offre, parce qu'on parlera après de toutes les solutions d'augmentation de la productivité. Pour l'augmentation de l'offre, on voit bien que, et Guillaume Benoît l'a bien rappelé en introduction, qu'il y a 2 zones qui apparaissent un peu plus fragiles du point de vue de l'eau et de la sécurité alimentaire. L'Afrique subsaharienne, où il y a de l'eau et où il y a un enjeu d'investissement et d'organisation, et notamment de mobilisation pour l'agriculture des eaux de surface, le long du fleuve Niger ou le long du fleuve Sénégal. Et là, l'AFD accompagne ces développements.
Et on a une autre zone qui est la Méditerranée, on l'a dit et redit, où l'eau est rare et où les logiques d'offres qui ont été développées jusqu'à maintenant atteignent très clairement leurs limites. Ce sont des limites économiques. L'eau est de plus en plus chère à mobiliser, les nappes sont de plus en plus profondes. Et les niveaux baissent, la qualité de l'eau également se dégrade, on peut avoir des intrusions d'eau saline, des pollutions, etc. Des limites environnementales et des limites également sociales. Alors je voulais illustrer ce propos avec le cas un peu emblématique de l'Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite jusqu'aux années 2000 était exportateur de blé, grâce à la mobilisation des eaux fossiles à plusieurs centaines de mètres de profondeur, donc avec des coûts d'exploitation qui pouvaient aller jusqu'à 4 fois les cours mondiaux, donc dans une situation qui était quand même pas durable sur le long terme. Donc elle est revenue un petit peu sur cette politique d'offre. Donc, dans ce contexte-là, moi, je voulais juste insister sur un point, c'est sur l'urbanisation. Vous avez dit que l'urbanisation était quelque part un peu une tragédie, d'une certaine manière pour l'agriculture, parce qu'elle grignote des terres, parce qu'aussi parfois les politiques publiques se désintéressent du secteur agricole, mais c'est aussi une opportunité. D'abord parce que les urbains sont un marché, première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans des zones où on a une vraie tension, une grosse tension sur la ressource, le monde urbain est prêt à investir lourdement pour pouvoir alimenter en eau potable les villes, pour éviter les tensions sociales. Et c'est vrai que l'agriculture peut profiter par ricochet de cette mobilisation d'eau, par dessalement, par pompage dans les nappes fossiles, donc à des coûts extrêmement élevés, grâce à la réutilisation des eaux usées traitées. Alors la réutilisation des eaux usées traitées pose plein de questions, hein. Elle pose aussi un certain nombre de difficultés, elle n'est pas l'unique réponse, mais elle fait partie des réponses possibles à la tension de la ressource en eau pour l'agriculture, et on le voit bien dans le pourtour méditerranéen, en tout cas dans les rives sud et est de la Méditerranée, la réutilisation des eaux usées traitées est inscrite fortement dans les politiques publiques, et on voit par exemple le cas d'Israël, où Israël sont vraiment les champions de la réutilisation des eaux usées traitées, puisqu'ils réutilisent 85% des effluents domestiques pour l'agriculture. Une fois traités, ils réutilisent même d'ailleurs une partie des eaux usées palestiniennes, donc on voit un peu la valeur, ça c'est un autre débat, mais on voit bien la valeur économique de cette eau. Voilà, donc oui, juste pour conclure quand même cette petite partie, on voit bien qu'on peut mobiliser de la ressource, soit de la ressource souterraine, également via les nappes en Afrique, mais en faisant attention à la surexploitation, via la réutilisation des eaux usées traitées dans les zones sèches. De toute façon, quelles que soient les solutions mises en œuvre, on ne fera pas l'économie en parallèle de réfléchir à une utilisation la plus efficiente possible de l'eau qui est déjà mobilisée. Alors justement, Frédéric Apollin, est-ce que vous êtes d'accord avec cet exposé des solutions de Stéphanie Leronas, qui repose quand même un peu massivement sur la mise en place d'infrastructures lourdes et coûteuses ? Je ne suis pas contre, en tout cas. Déjà, c'est un premier point. Il faut de toute façon réinvestir massivement ce qu'on peut investir dans les limitations des ressources publiques nationales, tant ici qu'au sud, sur la mobilisation de l'eau, et ce qu'on peut encore mobiliser de manière durable. Donc tout à fait d'accord, y compris sur la réutilisation des eaux usées, ce que certains pays font, et notamment dans les zones les plus critiques. Alors moi je ne me situerai pas ni en Arabie Saoudite, parce que c'est vraiment le cas extrême, ni même au Maroc, même si j'en parlerai un tout petit peu, mais moi j'aimerais insister d'abord dans la gestion de l'offre. Effectivement, il faut aussi penser en investissement sur tout ce qui est plus petit. On peut très bien travailler aussi sur des solutions qui ont montré leurs preuves dans plusieurs pays. Vous en avez parlé, y compris sur tout ce qui est les diguettes, sur tout ce qui est les petites retenues collinaires, sur tout ce que sont des petits réservoirs. Enfin, on voit partout au Brésil, en Haïti, au Honduras, au Nicaragua, dans les zones sèches. On voit des gens qui collectent l'eau de leur toit, qui récoltent ça dans un réservoir, et avec ça, à la fois, ils s'alimentent eux-mêmes, sous réserve qu'il y ait un minimum de traitement de l'eau, et ils irriguent. Donc, ces solutions-là, elles ont été prouvées, et elles sont aujourd'hui malheureusement peu financées, alors que leur coût pour la société est très faible. Donc il faut sans doute repenser aussi de l'investissement sur l'offre, sur des petits équipements. Et c'est vrai qu'on est quand même souvent tenté, quand on parle d'eau, sécurité alimentaire, de coller tout de suite le mot irrigation à côté. Voilà. Alors, je n'ai rien contre l'irrigation. L'irrigation est nécessaire, je le rappelle, et partout où on le peut, il le faut, notamment en Afrique, y compris, parce qu'en Afrique, finalement, on a
quand même une faible part de la ressource disponible aujourd'hui mobilisée, même à des coûts qui peuvent rester abordables. Mais pensons aussi de l'investissement sur des infrastructures beaucoup plus locales et beaucoup moins coûteuses. Ça, c'est tout à fait possible. Deuxième élément, effectivement, c'est moins travailler sur l'offre que sur ce qui se passe derrière en matière de gestion de l'eau et de modèles agricoles qu'on met derrière. Donc encore une fois, réinsister sur le pluvial. On ne coupera pas à une réflexion forte. Et si l'ensemble des chercheurs sont aujourd'hui, ces jours-ci, réunis à Montpellier, a priori, c'est aussi un peu pour travailler là-dessus. Quels modèles agricoles vont permettre de mieux valoriser l'eau, mieux économiser l'eau, entre guillemets, puisque l'eau ne se perd pas a priori dans les cycles de l'eau, et notamment en pensant aux agricultures familiales et à l'agroécologie. Troisième élément qu'il faut citer aussi, c'est que finalement on produit beaucoup, mais on perd beaucoup. Enfin, le gaspillage, tant ici qu'au sud, est énorme. Au sud, c'est 30%. En gros, enfin, on estime que c'est en moyenne 30% de la production qui est perdue, c'est-à-dire qui n'arrive jamais sur les marchés, parce que les routes sont mauvaises, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de stockage, etc. Donc finalement, on utilise de l'eau pour produire, pluviale ou irriguée, eau verte, eau bleue, et voilà, et c'est de l'eau perdue. Donc économiser, c'est aussi faire en sorte que ce qu'on produit ne se perde pas. Ça paraît assez fondamental. Guillaume Benoît, quand on parle d'agriculture familiale ou d'irrigation, en fait, il y a une question, on le voyait aussi dans le petit film au départ, d'échelle, c'est-à-dire que il y a plein de projets un petit peu partout, mais aujourd'hui, on voit bien, face à l'urgence, il faut changer d'échelle. Changer d'échelle dans les solutions, parce que il y a des solutions. C'est bien démontré par la recherche agronomique, et puis quand on connaît le terrain un peu, on voit qu'il y a des solutions. Vous en avez montré dans votre film, il y en a d'autres. Nous, après le Forum mondial de l'eau, on a pris l'initiative d'organiser chaque année un séminaire international sur l'eau, sécurité alimentaire, qui s'appelle Sésame, qu'on co-organise avec le Maroc et avec l'appui de l'AFD, qui, depuis le début, a soutenu beaucoup cette initiative, également la Fondation Farm et d'autres. Et dans ces séminaires qui durent une journée et demie, on est au 3e cette année, les chercheurs et les acteurs nous montrent qu'il y a des solutions possibles. Simplement, elles restent à petite échelle. Et donc l'enjeu, c'est de changer d'échelle. Et alors c'est, à mon avis, beaucoup des questions en réalité de politique et d'investissement. Si on veut que ça marche, il faut quand même que les premiers concernés, qui sont les agriculteurs, et c'est quand même l'agriculture familiale qui gère l'essentiel de l'eau dans le monde, aient accès à des financements, à du crédit, à une capacité à progresser. Et il faut qu'il y ait des systèmes emboîtés avec des institutions publiques pour que, quand il y a un potentiel d'eau mobilisable, on puisse se mobiliser et pas attendre un investisseur extérieur à qui on va donner 50 000 ou 100 000 hectares irrigués. C'est quand même l'enjeu du développement. On est vraiment au cœur de la question du développement. Mais ça sous-entend que les États investissent dans l'agriculture. Ça sous-entend que les États investissent dans l'agriculture. Alors je pense que le rapport ville-campagne, c'est pas seulement l'étalement urbain, c'est est-ce que dans un pays, une nation, on est prêt à faire l'effort pour que l'agriculture puisse se développer. C'est un grand sujet. En France, en Europe, on a fait ces efforts dans les années 60. Il faut des prix rémunérateurs, il faut de l'accès au crédit, l'accès à la formation. C'est tout l'enjeu du développement. Voilà. Et ça, je pense que Monsieur Faliriboli avait présenté au Sésame là, il y a un an le concept de paysan investisseur. On voit que... Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des institutions et une vision des États et des institutions et des banques qui soient des vraies banques et que ça fonctionne, qu'on puisse faire les investissements dans une vision de développement. Alors, ceci dit, moi, je ne suis pas pour opposer l'agriculture familiale et le reste. Il y a une réalité, elle est diverse, l'agriculture est diverse, et face aux enjeux qui sont les nôtres, il faut absolument que tout le monde progresse. Les grandes exploitations mécanisées, comme les petites. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on a une vision de modernité qui a été beaucoup limitée aux grandes exploitations mécanisées. Et donc, on a défavorisé ou à la grande irrigation. Donc, on a eu des politiques sur... Moi, j'ai vécu 4 ans au Maroc, donc je peux le dire, il y avait quand même une vision qui était un peu pas assez d'agriculture plurielle. Or, l'enjeu, c'est que tout le monde progresse. Et ça, il faut des politiques qui aident à ça. Il faut que les acteurs aussi, l'ensemble des acteurs, se mobilisent. Et je ne suis pas pour opposer le pluvial et l'irrigué. Je pense que les deux doivent aller ensemble. Est-ce que ça ne fait pas des années qu'on dit ça ? Peut-être, mais pas assez.
Hein, il a fallu attendre la crise de 2007-2008. Moi, j'étais au Maroc quand elle est arrivée. On avait fait une prospective. Moi, j'avais aidé le Haut Commissariat au plan du Maroc à faire une prospective avec les experts marocains. On avait montré que si on faisait un scénario au fil de l'eau, politique telles qu'elles sont, ou un scénario libéralisation au maximum, comme certains le préconisaient, on arrivait à l'impasse, c'est-à-dire à des instabilités, et c'est même le régime qui pouvait être menacé à terme. Et donc il fallait vraiment une politique agricole qui mobilise les acteurs, l'ensemble. Et puis il y a eu la crise alimentaire 2007-2008, alors là, ça a bougé un peu, hein. Il y a eu le plan Maroc vert, c'est un vraiment changement. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience des urbains que l'agriculture, c'est pas quelque chose qui se fait... On a besoin de politique agricole. Or, depuis les années 80, il y a quand même une pensée mondiale promue par certaines grandes institutions qui n'était pas pro-politique agricole. Et ça, c'est très grave. Hein. Moi, je suis sidéré de voir le retard qu'on a pris. Alors heureusement, les choses bougent, ça peut bouger. Il y a des pays qui le montrent. Le Vietnam a doublé sa production et est devenu exportateur en s'appuyant sur 11 millions de foyers agricoles. Voilà, c'est des exemples qui existent. Et le Maroc, ça bouge. Moi, j'y ai vécu, je peux vous dire que ça bouge. Alors on a un peu deux pays, donc on en profite avec deux situations contrastées. Fally Riboli, comment vous réagissez à ces propos en disant qu'il faudrait un investissement politique pour changer d'échelle? Oui, mais c'est ce qui se passe justement dans l'irrigation. Pratiquement, il n'y a que les États qui investissent parce que les privés, les exploitations familiales n'ont suffisamment pas de moyens pour le faire. Il y a des politiques, des stratégies nationales qu'on développe, mais chaque partenaire aussi qui arrive à sa stratégie. Et ce n'est pas facile toujours de les cadrer, de les amener dans le canevas qui est fixé par le pays. Et ce canevas, comment il est fixé? Peut-être c'est des techniciens qui se retrouvent. Les acteurs sont là, ils ont leur réalité. Je le dis toujours, vous êtes médecin dentiste, j'ai mal à la dent, vous savez comment soigner la dent, mais jusqu'à quel point ma dent me fait mal, vous ne pouvez pas le savoir plus que moi-même, malgré les diplômes. Je pense que depuis là, peut-être il faut associer les acteurs à l'élaboration des politiques pour trouver des instruments adéquats. Et cela, nous n'avons pas les moyens pour faire des investissements et donc il faut chercher ces moyens. Je pense que l'État, c'est assez... L'État ne peut pas tout supporter et surtout nos États ont des moyens limités, mais je n'ai pas les moyens, c'est vrai, mais je dois avoir les moyens de mes moyens quand même, quelle que soit leur petitesse, et je dois avoir les moyens de conduire les politiques qui correspondent à nos réalités. Il a parlé du paysan investisseur, c'est le cas. Nos gouvernements recherchent toujours des financements et ils cherchent toujours auprès des bailleurs. Et nous, on a dit que celui qui cherche le chameau ne voit pas le cabri parce qu'il a la tête toujours en l'air. On a les moyens, qu'on nous donne les moyens de prendre des crédits pour participer au coût de l'aménagement. Et demain, je dois rencontrer l'équipe de M. Luc, d'ailleurs, Jean-Luc. Et c'est pour leur présenter ça, qu'on nous donne les moyens, les petits producteurs. Et puis, il faut qu'on sorte de cet assistanat. Cela n'arrange pas ceux qui nous assistent. Ça ne nous arrange pas. À la longue, on sera rattrapé par d'autres qui sont en train d'évoluer sous d'autres cieux. Ces réalités sont là aujourd'hui, on le voit. Je parle des pays, tout le monde sait de quel pays je parle, qui sont en train d'émerger, qui ne sont pas dans cette logique. Ça veut dire que ce système, c'est un système qui est dépassé. Et on sera rattrapé par la réalité. Il faut qu'on sorte de cet assistanat, qu'on donne les moyens aux petits producteurs d'investir, à l'agro-business également. Je n'ai pratiquement pas quelque chose contre l'agro-business, sauf quand il vient prendre mes terres. Là, je me défendrai, griffes et ongles, pour défendre mes parcelles. Donc, il faut mettre les moyens, tout simplement, des politiques assez conséquentes avec des instruments qui permettraient aux petits producteurs de contribuer dans l'investissement pour l'irrigation, étant entendu aujourd'hui que tout le monde reconnaît que c'est avec l'irrigation qu'on a des rendements beaucoup plus sûrs, surtout dans les pays sahéliens où l'hivernage est vraiment capricieux. Jean-Luc François, donc, qui est en charge de l'agriculture à l'AFD, vous avez comme ça un petit aperçu de la réunion de demain. C'est bien, vous êtes pré-briefé, c'est pratique. Alors Hassan Benabderazik, au Maroc, justement, comment est-ce que
vous voyez cette situation? Parce que là, c'est vrai qu'il y a eu le plan Maroc vert, il y a un investissement de l'État. Oui, je pense après la crise, l'État a décidé, pas simplement au Maroc, en Algérie, dans beaucoup de pays, l'État s'est investi massivement en disant la dépendance qui s'est créée à ignorer ou à négliger l'agriculture à l'égard des marchés mondiaux s'est exprimée pleinement, ils sont retrouvés dans des situations difficiles et donc il y a un mouvement politique très important, je veux dire... je vais donner un chiffre, le budget du ministère de l'Agriculture est passé de 2 milliards de dirhams en 2001 à 10 milliards de dirhams, donc multiplié par 5 en l'espace de 10 ans, donc, et dans une période où l'inflation n'était pas très très importante. Hein, d'accord. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est pas qu'une question de volonté politique, c'est aussi une question de trouver des solutions adéquates à des problèmes qui sont des problèmes de nature compliquée. Bon, je vais rapidement dire ce que fait le gouvernement dans les périmètres publics d'irrigation et dans les périmètres privés d'irrigation face à cette situation de raréfaction de la ressource. Il a massivement poussé à l'adoption des techniques de micro-irrigation, avec une volonté de convertir les périmètres traditionnels gravitaires en périmètres plus modernes, porteurs de technologies plus économes en eau. Alors, les résultats ne sont pas parfaits, d'accord. On a des résultats tout à fait positifs dans les exploitations, je dirais capitalistes, hein, par opposition à l'agriculture paysanne, des résultats plus mitigés dans les exploitations plus paysannes de l'adoption de ces technologies, pour des raisons multiples. Hein. On a des effets d'échelle, hein, on a des problèmes d'adoption technologique et de savoir-faire. C'est des techniques qui sont plus exigeantes dans la conduite. Et on a des traditions et des habitudes d'irrigation qui ont été reproduites en utilisant ces techniques et qui ne sont pas nécessairement pertinentes. Hein. Mais simplement pour vous dire que beaucoup se fait dans ce sens-là. Moi, ce qui m'intéresse développer, c'est qu'est-ce qui se fait au niveau des nappes souterraines, et en particulier sur une nappe souterraine importante, qui est la nappe souterraine des Ch'touka, et qui fait grosso modo 70% des exportations de primeurs du Maroc sur l'Union européenne et sur les États-Unis aujourd'hui, qui emploie pratiquement 100 000 personnes en direct et qui est surexploité. D'accord ? Je veux dire, on s'est retrouvé dans une situation où la prescription naturelle est de dire il ne faut exploiter que le renouvelable aurait signifié qu'on arrête la production de 40% des exploitations. De dire aux gens, écoutez, vous avez 10 hectares, vous ne pouvez utiliser que 6 hectares. D'accord ? Et ce que vous avez investi, ben, vous l'oubliez, c'est une perte. Alors, les associations agricoles sont mobilisées et ils ont demandé d'envisager un projet de suppléer avec de l'eau dessalée. Et nous avons été amenés à travailler sur ce projet. Et bon, bien évidemment, ça marche pas comme ça, quoi. Il faut vraiment trouver à la fois une solution de gouvernance et une solution technique et une solution de substitution entre des capitaux et des ressources naturelles pour répondre à cette préoccupation. Et c'est un peu ce que nous avons fait. On a négocié avec les agriculteurs préalablement à la réalisation du projet un contrat de nappe dans lequel ils acceptaient une discipline d'utilisation de l'eau souterraine et ils acceptaient la mise en place d'un régime de quotas de prélèvement sur l'ensemble de la zone. On a investi massivement pour financer un projet de dessalement
qui doit permettre de substituer de l'eau dessalée à de l'eau prélevée sur la nappe, qui est une condition sine qua non de durabilité, et de trouver une solution de financement dans la durée, c'est-à-dire qui paye les coûts opérationnels, etc. Et puis finalement, on a reporté les coûts sur les agriculteurs à haute valeur ajoutée. Et en mixant de la gouvernance, de la participation, des investissements et de la technologie, on espère remettre une situation pour préserver et l'emploi et l'activité agricole de cette zone et de rétablir un peu de durabilité dans l'exploitation de cette nappe. Merci. Alors, on a compris, il y a plusieurs solutions, hein, évidemment, qu'on peut mettre en place. Alors, on va arriver un petit peu à la fin de la première heure, là. Donc, il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Donc, je vais vous demander rapidement aux uns et aux autres. J'aimerais qu'on termine quand même avec ce point. On l'a évoqué rapidement. Il y a quand même l'enjeu des pressions multiples, hein, sur les ressources en eau, avec cette notion de partage équitable. Comment faire en sorte qu'il y ait un partage équitable entre les urbains, les ruraux, les petits, les gros. Donc, j'aimerais vous demander un petit peu à chacun, mais rapidement s'il vous plaît, pour que la salle puisse derrière prendre la parole, quelle est votre vision de ce besoin de partage équitable, Valérie Boly? La ressource eau et les exploitants chez nous, l'exploitation, vous me demandez de parler petit, c'est un peu difficile, mais je tenterai. Je suis désolée. Oui, parce que on a la loi d'orientation agricole, on a essayé de définir le statut de l'agriculteur, ce qui est en cours. Donc c'est difficile même pour dire que je suis un tel. Je n'ai pour le moment pas d'identité juridique. Donc c'est un problème. Mais les gros investisseurs qui viennent, qui s'installent, c'est déjà des entreprises. Donc ce que nous voulons, surtout dans la zone office du Niger, la ressource en eau des Chinois qui sont installés sur des milliers d'hectares, il y a d'autres qui viennent, qui s'installent. Est-ce qu'il faudrait trouver un mécanisme pour que chacun puisse jouir de l'utilisation de l'eau, avoir de l'eau chaque fois que le besoin se fait ressentir? Ça c'est un. Mais comment le faire? Parce qu'il faut accepter des types de cultures. Quand on fait de la canne à sucre qui est 2 fois plus demandeuse d'eau que le riz, donc ces unités doivent payer beaucoup plus cher, ou bien il faut faire attention, est-ce que la capacité, on peut surmonter, le barrage peut permettre ça? Est-ce que si on le fait aussi, ceux qui sont beaucoup plus bas, comme le Niger, ou bien même la région de Gao, ou bien le Nigeria, est-ce qu'ils auront suffisamment d'eau? Ça, c'est des problèmes qui se posent. Et puis la nature, la texture du sol aussi. Est-ce qu'il n'est pas... Il faut trouver des moyens pour faire une sélection. Dans telle zone, on ne peut pas faire du riz parce que c'est une zone sablonneuse qui demande beaucoup plus d'eau qu'une zone argileuse. Donc, il y a tous ces choix qu'il faut faire. Et je pense qu'à partir de là, en essayant d'intégrer tout cela, on doit essayer de trouver un moyen pour rendre la répartition de l'eau de façon équitable. Mais le gouvernement malien a gelé, hein, je crois, l'attribution par l'État des titres fonciers. Il doit y avoir normalement un cadastre national qui doit être élaboré. Est-ce que ça peut aider pour gérer justement les titres fonciers, ce n'est pas partout. Et dans la zone office du Niger, ça a été un des combats du syndicat. Nous ne souhaitons pas les titres fonciers. Par exemple, le projet que nous avons, qu'il vient d'évoquer tout de suite, la mode de tenue foncière que nous proposons, c'est le bail. Le bail, c'est pour sécuriser l'exploitation et sécuriser le producteur, mais sécuriser le patrimoine national aussi. Aujourd'hui, une richesse que nous avons comme n'importe quel État du monde, c'est notre terre. Alors, nous estimons que nous devons préserver cela pour nos enfants et nos petits-enfants. Si c'est un titre foncier, les multinationales peuvent racheter ça avec les banques qui vont faire des crédits. Les banques n'ont rien à faire avec les terres, ils vont revendre. Qui va payer? C'est ceux-là qui ont les moyens, c'est les multinationales, qui sont des machines à sous, qui ne regardent pas la couleur de la peau, qui ne regardent pas la nationalité. C'est des machines à sous qui vont broyer seulement. Donc le titre foncier, c'est dans ces zones
où le foncier est très important parce qu'il y a la ressource eau, il y a la terre arable et donc tout le monde rue sur cette partie. Donc le titre foncier, ce n'est pas sur toutes les terres agricoles du Mali que nous ne voulons pas, mais dans ces zones qui sont des zones stratégiques, nous souhaitons préserver ces zones pour avoir uniquement le bail comme mode de tenue foncière. Frédéric Apollin, sur cette histoire de pression, qu'est-ce que vous en pensez? Deux petites choses, je voudrais juste faire un petit retour, mais très rapide, sur Très rapide. ce que vous venez de dire sur le Maroc. Moi, je me dis, quelque part, je connais mal le Maroc, mais je me dis, est-ce qu'on n'est pas dans une fuite en avant? Parce que quelque part, effectivement, le Maroc a fait une politique agricole qui fait de l'export de primeurs un de ses piliers, pas seulement, mais effectivement l'export de primeurs sur le marché européen, français notamment, américain. Bon, quand on cultive de la tomate, c'est sûr qu'on n'est pas sur la culture la moins exigeante en eau. Donc, est-ce que, quelque part, on n'est pas... la solution dans les pays aussi à forte tension en eau ne passe pas par une vraie réflexion sur les modèles agricoles, encore une fois, et peut-être changer, y compris les modèles entre agriculture vivrière, agriculture d'export, etc. Je ne sais pas, je connais mal le Maroc, mais je me dis quelque part, dans ce qui est présenté là, est-ce que ce n'est pas une fuite en avant pour continuer à maintenir un modèle agricole dont on sait pertinemment qu'il ne tiendra peut-être pas la route d'ici 20 ou 30 ans? Bon, ça c'était juste une remarque un peu provocatrice, mais... Vous pourrez répondre par la suite. Sur l'équité, il y aura sûrement des questions. Sur l'équité, je partage. Pour qu'il y ait équité, déjà, il faut que les droits... Enfin, d'abord, il faut que les organisations qui vont discuter autour d'une table pour se partager une ressource, pour la gérer, pour la protéger, soient d'abord reconnus les uns par les autres. Or, dans beaucoup d'endroits, on a des organisations qui ne sont pas reconnues, notamment des organisations traditionnelles gestionnaires d'espaces d'eau. Je parle des éleveurs pastoraux du Sahel, je parle de plein d'associations d'irrigants qui ne sont pas reconnues légalement nulle part dans certains États. Donc déjà, il faudrait les reconnaître, parce que sinon, on va bien les mettre autour d'une table, mais quelle légitimité ont-elles pour discuter du partage de l'eau? Ensuite, il faut, et là il y a de multiples expériences, il faudrait simplement les mettre en réseau, il existe de multiples expériences dans le monde, on en a en France, d'espaces pluriacteurs qui relient des villes, des industries, des usagers urbains, des usagers agricoles, etc., et qui gouvernent l'eau. Donc ça, il faut peut-être le travailler, l'échanger, le mettre en réseau. Et bien sûr, il y a un investissement, là je parle d'investissement pas forcément financier, il y a un investissement fort sur ce capital social. La solution aux sécurités alimentaires, elle passera par du renforcement sur du capital social de ces organisations, de ces institutions traditionnelles ou pas qui gèrent l'eau. Et puis, dernier élément, parce que Guillaume l'a évoqué au début, effectivement, très probablement, et ça se passe déjà encore aujourd'hui, bien sûr, il faudra, pour certains pays notamment, très déficitaires, des solidarités. Des solidarités, il y a déjà des pays importateurs céréaliers nets, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'arrivent pas à produire sur leur sol ça. Oui, alors attention à manier ça avec beaucoup de précaution, cette notion de solidarité. Parce que très certainement, il y en aura qui vont venir s'engouffrer là-dedans pour dire nous allons conserver la vocation agro-exportatrice à nourrir le monde, puisque voilà, vous l'avez dit, il nous faut des solidarités, donc maintenons nos exportations avec tous les mécanismes derrière, de subventions, de subsides, de primes, etc. Donc oui, pour la solidarité, c'est une solidarité qui s'exerce dans un marché régulé des produits agricoles et pas n'importe comment. Et encore une fois, solidarité, oui, si on a travaillé sur toutes les pistes avant qui permettent, par les politiques, par les instruments de crédit, par les instruments de recherche, par les instruments de conseil technique, de faire en sorte que le potentiel de production, y compris pluvial, irrigué et pluvial, s'exerce. Dernier élément, et je terminerai juste là-dessus, il y a en ce moment le prochain comité sur la sécurité alimentaire de Rome donc, se tiendra en octobre prochain. Son sujet, c'est l'eau. Un certain nombre de gens en France et partout dans le monde travaillent sur les rapports d'un groupe d'experts internationaux qui travaillent pour dire qu'est-ce qu'on va proposer à ce comité intergouvernemental en matière d'eau et de sécurité alimentaire. Une idée qu'on voit apparaître dans ce rapport, c'est effectivement d'étendre le droit qu'on a aujourd'hui universel à l'eau potable, il y a un droit reconnu à l'eau potable, sur le droit à l'eau agricole. Pour assurer le droit à l'alimentation, qui est déjà un droit internationalement reconnu. Voilà. Je ne dis pas qu'on la partage ou qu'on ne la partage pas, mais il y a sans doute quelque chose à travailler, cette question d'extension du droit à l'eau agricole de tous les usagers, en particulier des usagers qui sont, on va dire, les plus vulnérables, tant climatiquement, économiquement que légitimement dans leur reconnaissance par les États. Je pense aux producteurs. Je pense aux producteurs éleveurs, aux producteurs agricoles. Faudra-t-il arriver à étendre, à avoir des directives volontaires sur l'eau, comme on a aujourd'hui des directives volontaires sur le foncier? Stéphanie Léronas, par rapport à cette histoire de partage équitable.
Oui, alors moi je vais me permettre aussi de revenir très très rapidement sur ce qu'a présenté Hassan Ben Abderrazik, parce que ça illustre très très bien les politiques de gestion de la demande en eau, qui consistent à optimiser l'usage de l'eau qui est déjà mobilisée, qui sont mises en place depuis plusieurs années sur la rive sud de la Méditerranée. Alors il y a plein d'instruments qui existent, hein. Monsieur Ben Abderrazik a évoqué les quotas. Il y a les licences, il y a les restrictions temporaires qui posent un certain nombre de difficultés parce que pour pouvoir les mettre en place, il faut bien connaître sa ressource, il faut bien connaître les usagers, il faut pouvoir mettre en place des compteurs, il faut pouvoir mettre en place une police de l'eau si besoin. Mais il y a toute une batterie d'autres instruments qu'on appelle les instruments économiques. Ça peut être la tarification, ça peut être des subventions aux pratiques économes en eau. On a parlé du goutte à goutte, ça peut être des taxes environnementales. Et ce qu'on se rend compte quand on analyse un petit peu tous ces outils, c'est que ils ont leur utilité, hein, ils remplissent un certain nombre d'objectifs, mais même leur mise en place ne permet pas forcément de réduire la demande globale en eau. Donc il y a un certain nombre de conditions pour que ces outils permettent effectivement de réduire la demande globale en eau. Pourtant on pourrait penser, hein, en tout cas en agriculture, hein, on pourrait penser qu'une augmentation tarifaire devrait inciter les agriculteurs à réduire leur consommation ou avoir des usages les plus efficients. On pourrait penser que des subventions aux pratiques économes en eau devraient permettre de réduire aussi les consommations, mais c'est pas forcément le cas. Il y a toute une série d'effets pervers. Donc voilà, donc ça je voulais juste remettre dans le contexte plus général l'intervention de Monsieur Ben Abderrazik. Et concernant l'équité, très rapidement, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Apollin. Et effectivement, on peut aussi parler de l'équité au niveau national, avec toute la question de quel équilibre, parce que la sécurité alimentaire va reposer sur la production locale, vivrière, sur la production de cultures de rente pour l'exportation et pour avoir des devises, et sur l'importation également de produits agricoles. Et donc c'est tout cet équilibre qu'il y a à trouver. Donc on parlait au début de la conférence de avoir une vision élargie des ressources en eau en prenant bien les eaux bleues et donc les eaux vertes, mais il faut prendre en compte aussi une autre eau qu'on appelle l'eau virtuelle, qui est un concept qui a été défini par le professeur Tony Allen dans les années 90 et qui est défini comme la quantité d'eau nécessaire pour produire un bien. Autrement dit, quand on importe un produit agricole, on importe de l'eau virtuelle, et quand on exporte un produit agricole, on exporte virtuellement de l'eau virtuelle. Donc il y a ce triptyque eau bleue, eau verte, eau virtuelle qui a à penser au niveau local. Merci beaucoup Guillaume Benoît, très rapidement, et après la parole est à vous, donc Oui. préparez vos questions. Oui, je pense que si on prend la Méditerranée du Sud, où on voit bien qu'il y a le problème de rareté physique, pas économique là, hein, l'agriculture peut être considérée comme un problème, mais elle est aussi, à mon avis, un élément de solution. Et notamment, si on regarde ce que nous dit la recherche agronomique, on dit si on gérait mieux l'eau et l'agronomie, c'est vraiment pas seulement une question de réduire des fuites dans des tuyaux ou de passer du goutte à goutte, c'est de changer, c'est de passer à des systèmes, à une nouvelle agronomie, hein, une nouvelle irrigation, qui fait qu'on peut progresser beaucoup en productivité. Alors c'est très bien démontré notamment par l'ICARDA, le centre de recherche agronomique sur les régions arides, et qui dit que dans beaucoup de cas, et avec des exemples très concrets, on peut parfois produire 20% de plus avec 20% d'eau en moins. Si on fait sur des banquettes surélevées, dans l'Égypte, il y a eu quand même sur une surface déjà conséquente, ce type de pratique montre qu'on peut produire 20% de plus avec 20% d'eau en moins. Si vous faites ça, vous libérez de l'eau pour d'autres usages, pour la durabilité ou pour d'autres usages, la ville, etc. Il y avait un grand plan d'économie d'eau en Tunisie on a montré que ça avait libéré de l'eau pour la ville. Voilà, donc l'agriculture est un élément de solution. Mais il ne faut pas raisonner surtout dans une vision d'efficience physique. Il faut raisonner dans une vision de productivité de l'eau, l'irrigation d'appoint, l'irrigation de déficit. Vous pouvez maximiser, il faut penser la productivité en fonction de l'eau et pas de la surface, pas de la terre. Et en faisant comme ça, vous pouvez produire plus avec moins d'eau. Et c'est ça ce qui compte, plus d'emplois, etc. Et la deuxième chose, c'est que si on veut avoir un partage équitable, à mon avis, je reprends ce que disait Frédéric Apollin, il y a une vraie question qui est la reconnaissance des systèmes de gouvernance locale
des associations, des communautés d'irrigants. Alors, en Espagne, en France, ça fait plus de 1000 ans qu'on a des communautés d'irrigants qui sont organisées en associations syndicales autorisées, en corporations de droit public, et l'État leur donne des droits et des devoirs, et ça permet le maintien d'une équité, d'une efficacité. Et ce qui est très intéressant dans l'exemple français, avec les sociétés d'aménagement régional, comme le Canal Provence, on voit qu'on peut trouver des accords entre les grands aménageurs et les communautés d'irrigants pour un gagnant-gagnant entre l'agriculture et d'autres usages. Voilà. Donc c'est une question de gouvernance. Le problème dans les pays du Sud, c'est que les associations d'usagers d'eau agricole ont souvent aucun droit, ou très peu. Et là, il y a un vrai problème de reconnaître et de conforter des droits et les responsabilités qui y sont liées. Monsieur Benhamderazi, parce qu'il n'y a pas de raison que vous ne vous exprimiez pas, mais très rapidement, s'il vous plaît. Écoutez, je voudrais rebondir sur ce que dit Benoît. C'est vrai, on a des solutions techniques pour économiser de l'eau. Mais il faut avoir en même temps des solutions qui incitent les acteurs à mettre en œuvre ces solutions. Mais pas d'incitation au sens de subvention. Il faut que le bénéfice de ces économies puisse leur revenir. Et c'est pour ça que moi je suis assez radical. Je pense que la bonne solution de l'équité, c'est la reconnaissance de droits éminents sur l'eau ou sur des parts d'eau. Parce que lorsque vous reconnaissez les droits de propriété, bon, je comprends la préoccupation de notre ami malien qui dit « moi je veux pas de droits de propriété qui puissent se traduire par un accaparement en m'achetant », mais en même temps, il faut qu'on reconnaisse les droits parce que une fois qu'on reconnaît les droits, on est dans un mécanisme dans lequel il y a une incitation à gérer l'eau correctement. Et si vous créez des excédents, il n'y a aucune raison que ces excédents, vous ne les vendiez pas à vos voisins. Et comme ça, vous créez une incitation à faire cette économie et à adopter ces bonnes techniques. La pire des solutions, c'est l'inverse. C'est la solution dans laquelle on postule que l'eau, elle appartient à tout le monde et donc qu'elle est gérée par l'État et que l'autorisation de prélèvement, elle est fixée par une administration quelconque avec tous les risques de corruption et de pression politique que peuvent subir ces agents-là. Donc réellement, moi je suis convaincu qu'un modèle de domanialité nationale se traduit par des problèmes d'application locale inextricables et des risques d'accaparement et de dépossession des communautés, que les communautés ont un rôle à jouer, mais malheureusement on a des problématiques qui sont des problématiques à l'échelle des bassins hydrauliques, et donc il faut des mécanismes qui reconnaissent les droits de propriété ou les droits de partage de manière formelle et qui, de ce point de vue-là, protègent les gens contre de l'accaparement ou une décision administrative. Et c'est la seule manière de réintroduire de l'équité dans le système.